qui est inclus. Donc, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail à l'issue de la présentation si vous avez des questions plus ou moins complexes, si vous êtes une entreprise ou un intermédiaire qui voulait une précision, notamment pour un cas d'espèce où vous voulez exporter ou importer avec le Canada. Donc, n'hésitez pas, hein, comme on peut voir comment ensemble, vers qui vous redirigez, vous donnez les premiers conseils pour travailler avec le Canada. À l'issue de la présentation, évidemment, à l'issue de ce webinaire, je vous enverrai à travers Marie et Béatrice une présentation longue qui rappellera tout ce qui aura pu être dit à l'oral aujourd'hui. Donc, vous pouvez prendre des notes si ça vous fait plaisir ou si vous aimez ça, mais ne vous inquiétez pas, sur les slides, elles seront très extensives, elles reprendront tout ce qui a été dit à l'oral. Et elles iront, pour certains points, au-delà, hein, parce que évidemment, le CETA est un accord d'un peu plus d'un millier de pages. Je vais essayer de vous le résumer au maximum pour le mobiliser, mais il y aura des slides supplémentaires que vous pourrez mobiliser. Donc voilà, il est maintenant 8h32, enfin 8h32 chez moi parce que je suis au Canada, mais on va donc commencer ce webinaire et les gens rattraperont. Donc un webinaire aujourd'hui en 2 parties. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il y a dans le CETA? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? Un aspect un peu théorique pour voir comment vous, en tant qu'entreprise, soit exportatrice de biens, de services, qui avez des projets d'implantation au Canada ou de transfert de main-d'œuvre, comment faire. Et ensuite, dans une partie un peu plus pratique, vraiment pratico-pratique, OK, très bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? Comment maintenant je vais l'utiliser? Quels outils je dois connaître? Quelles procédures je dois respecter et faire attention? Quelles sont les erreurs classiques que les douanes canadiennes et douanes françaises me font remonter? Et donc, je vais vous les partager pour que, évidemment, vous ne les reproduisiez pas. Un webinaire donc qui tombe à pic, hein, puisque dans un contexte de guerre commerciale, malgré tous les rebondissements de l'actualité, comme vous pouvez le voir, la diversification commerciale est évidemment au cœur de l'actualité. Donc, commençons avec le webinaire. J'imagine que vous voyez tous la présentation. Donc, qu'est-ce que le CETA? Le CETA, c'est un accord dit mixte parce qu'en fait, il combine à la fois l'élimination des droits de douane, hein, quelque chose de très classique, hein. Vous n'avez plus de droits de douane quand vous exportez au Canada si vous utilisez le CETA. Mais aussi, c'est un accord vivant qui a pour but, avec une vingtaine de comités sectoriels et thématiques, d'approfondir le dialogue sur la relation bilatérale Union européenne-Canada pour voir comment, à terme, faciliter l'entrée de certains biens industriels, certains produits, pour un peu harmoniser certaines normes, toujours à la hausse, jamais à la baisse, c'est une obligation du CETA, pour faire en sorte que, évidemment, il y ait le moins de paperasse et de contrôle pour en fait pouvoir exporter un produit qui en fait fonctionne très bien sur le marché européen. Il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas sur le marché canadien. Donc cette petite carte pour vous montrer que le CETA, comme c'est un accord mixte, il doit aussi être ratifié par les États membres. Ce n'est pas véritablement un problème, puisque en vérité, le commerce étant une compétence de l'Union européenne, comme le Parlement européen et le Parlement canadien l'ont ratifié en 2017, il est en vigueur depuis 2017, donc bientôt 8 ans. Tout le volet commerce est en vigueur. Hein. La seule disposition qui n'est pas en vigueur concerne une cour d'arbitrage privée pour arbitrer sur les litiges en cas de problème si vous voulez investir et que vous n'êtes pas content de comment une province canadienne ou le gouvernement canadien vous traite. Sachez que c'est cette disposition-là qui manque, qui nécessite la ratification. Mais au-delà de ça, tout le CETA est en vigueur. Le cas de la France, je le rappelle pour ceux qui avaient oublié, ratifié par l'Assemblée nationale en 2019, mais rejeté par le Sénat en 2024. Ce rejet n'entraîne pas du tout le rejet du CETA, hein, qui s'applique encore aujourd'hui pour les prochains mois et les prochaines années. En point d'actualité que je peux vous donner, sachez qu'à la fin du mois, la Commission européenne, pour tous les accords de libre-échange qu'elle a, va publier un rapport très extensif sur le CETA. Elle le fait pour tous les accords de libre-échange au bout de 5 à 7 ans. Donc, ce sera un rapport qui va couvrir l'impact économique, commercial, macroéconomique, social et environnemental, un rapport d'un peu plus de 300 pages. Donc, normalement, quand il sera publié, vous risquez de réentendre parler du CETA dans l'actualité, puisque, en effet, ce sera l'étude la plus extensive sur cet accord de libre-échange depuis qu'il est rentré en vigueur. Donc maintenant, vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? Déjà, la chose vraiment classique, le CETA, c'est l'élimination quasi totale des droits de douane vers le Canada et aussi vers l'Union européenne si vous comptez importer. Quels sont les exemples de secteurs libéralisés qui ont profité notamment à la France? Déjà, vous avez bien évidemment toutes les industries des produits agroalimentaires. Et là, je parle vraiment de la quasi-totalité des produits agroalimentaires. Avant, vous aviez des droits de douane de 12% en moyenne sur les produits de vin. Vous avez entre 9 et 10,5% sur les produits de boulangerie. Pour les produits un peu viande, charcuterie, alors là, ça dépend parce que comme je le mentionne dans mon nota bene, les produits de volaille ne sont pas concernés par le CETA. Ils font partie des produits qui n'ont pas été libéralisés. Et là encore, il y a quelques nuances à avoir quand vous regardez vos codes SH.
Mais en réalité, il y avait des droits de douane pour ces produits-là de 10 à 12%, pareil, avant le CETA. Cosmétiques, produits chimiques industriels, pareil, grosse industrie qui a profité à l'export, des droits de douane sans le CETA, c'est 6,5%. Cuir, 10%. Chaussures, 15%. Bijouterie et horlogerie, vous avez des droits de douane qui peuvent osciller entre 6 et 9%. Automobile et pièces détachées, hein, évidemment, 6,1%. Et enfin, machines et équipements à usage industriel. Alors là, beaucoup de machines n'ont pas de droits de douane, mais celles, même sans le CETA, mais celles où il en reste encore, ces droits de douane peuvent varier entre 3 et 6-7%. Donc on parle quand même de droits de douane en théorie du commerce international. Quand vous dépassez le seuil de 3 à 5%, on peut considérer que c'est des droits de douane qui sont quand même tueurs d'affaires, tueurs d'opportunités. Ça risque en fait de faire en sorte que si vous n'utilisez pas bien le CETA, que s'il n'y avait pas d'accord de libre-échange, vous exporterez forcément moins de biens vers le Canada. La bonne note aussi à avoir en tête, si vous êtes dans le secteur pharmaceutique ou aérospatial, eux, ils sont exempts de droits de douane, même sans le CETA. Alors, ne vous inquiétez pas, le webinaire ne s'arrête pas pour vous ici, parce qu'on va le voir après. Il y a des dispositions pour faciliter protection de la propriété intellectuelle, mais aussi accélération de la mise en marché de vos produits, hein, pour ces produits-là, quand bien même il n'y a pas de droit de douane, et ça grâce au CETA. Je vais maintenant faire une parenthèse très rapide sur le secteur, en effet. Alors, spiritueux, c'est pareil que les vins, c'est en moyenne 12 et quelques pourcents. Alors, en réalité, c'est des droits de douane qui sont en fait liés au volume que vous exportez. Mais en réalité, quand vous regardez les volumes exportés par la France chaque année et que vous calculez la moyenne, on est sur des droits de douane qui arrivent toujours en moyenne à 12%. C'est un peu pareil pour tous les produits, on va dire vins, spiritueux, bières. Le cas particulier du marché de l'alcool, hein, en général, hein, c'est que le Canada, en réalité, il est fracturé avec des monopoles. Vous avez un monopole pour chaque province. Donc, en fait, quand vous voulez vendre votre alcool au Canada, vous n'avez pas pléthore de clients. En fait, les monopoles sont responsables dans la loi provinciale canadienne de l'importation et de la distribution des alcools. Donc, en fait, comme vous avez 10 provinces au Canada, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, etc., vous avez en fait 10 clients. Vous avez la Société des alcools du Québec pour le Québec, vous avez la LCBO pour l'Ontario, et vous avez pour chaque province, pareil, chacune des dénominations. Donc, comment vous exportez au Canada? Donc, en fait, pour exporter au Canada, vous avez deux procédés, vous avez deux moyens pour exporter. Soit vous faites une proposition spontanée, où en fait, vous allez aller sur le site de la Société des alcools en question. Justement, ne vous inquiétez pas, dans la présentation longue, j'ai mis tous les renvois de liens utiles, comme ça, vous n'avez même pas besoin de faire les recherches, que ce soit pour le vin comme pour toutes les autres présentations, comme toutes les autres slides. Donc, vous allez sur le site, soit vous faites une proposition spontanée, voici mon alcool, voici ses caractéristiques, voilà, le voulez-vous, ou bien vous allez répondre à des appels d'offres. Comme ces sociétés, ces monopoles sont assez puissants, ils ont de quoi se payer des départements, on va dire, de recherche des préférences des consommateurs, qui leur permet en fait de positionner des appels d'offres, que ce soit sur les vins et sur les spiritueux. Donc, cette fragmentation du marché, elle a des avantages et des inconvénients. Avantage, le premier, moi, que j'en vois un qui est énorme, c'est qu'en fait, au Canada, le commerce interprovincial d'alcool est illégal. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je suis basé actuellement dans la province de l'Ontario. Si je veux boire un vin de Colombie-Britannique, donc de l'autre côté du pays, il faut que je me rende en Colombie-Britannique consommer ce vin-là. Je ne peux pas aller dans ma succursale, dans mon magasin à Ottawa ou à Toronto et acheter du vin d'une autre province canadienne. C'est interdit, vous ne pouvez pas. Donc en fait, votre seule concurrence, en réalité, elle est faiblement domestique parce qu'en fait, elle se résume à une seule région. Et elle est principalement internationale. Donc, en fait, vos concurrents, en réalité, c'est vos concurrents traditionnels européens ou hors européens. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, comme chacune de ces provinces a un monopole, si vous avez un litige avec l'un des monopoles, ça peut vous poser problème sur l'accès sur toute la province. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est cibler différentes provinces et aussi jeter un œil aux plus petites provinces, dans le cas notamment où vous produisez des plus petits volumes, parce que ce sera plus facile de faire affaire avec des petites provinces si vous avez des petits volumes à exporter qu'avec des grosses provinces qui, elles, vous demanderont probablement des volumes beaucoup plus importants. Point d'actualité, en raison de la guerre commerciale avec les États-Unis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que l'ont fait la plupart des magasins canadiens d'alcool, hein, dans la plupart des provinces, c'est qu'ils ont retiré dès février tous les alcools américains des rayons. Donc vin, spiritueux, bière, enfin tout ce que vous voulez, il n'est plus possible d'acheter actuellement, ou très compliqué, de l'alcool américain au Canada. C'est l'une des mesures, on va dire, de rétorsion qui a été mise en place par le Canada. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'était que les États-Unis, c'était le troisième fournisseur de vin du Canada avant cette guerre commerciale et le premier de spiritueux. Donc, ça laisse un trou d'un peu plus de 1 milliard de dollars canadiens, donc environ 600-700 millions d'euros à combler.
Donc, en réalité, si vous voulez exporter davantage, rediriger des exportations des États-Unis vers le Canada ou exporter davantage vers le Canada, sachez que, en tout cas, vous arrivez à un moment, vous tombez à pic. Je passe maintenant au secteur des pharmaceutiques. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a pas de droit de douane hein, quand vous exportez, que ce soit des produits pharmaceutiques ou bien de l'équipement médical. On va dire qu'on considère que c'est des biens tellement essentiels pour la sécurité des êtres humains qu'en fait, il ne faut pas les frapper de droit de douane avec ou sans accord de libre-échange. Donc, le CETA, quand même, inclut dans le texte de l'accord un protocole dit sur la reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes dans le secteur pharmaceutique? C'est que l'idée, c'est de reconnaître certains standards européens et canadiens qui sont en fait similaires pour éviter quoi? Des inspections redondantes à la frontière, pour faciliter donc une mise en marché plus rapide. Voilà, votre produit ne va pas passer par 50 certifications. Vous allez pouvoir le soumettre assez rapidement à l'autorité nationale canadienne ou dans l'inverse, si vous voulez importer à l'autorité nationale française, qui va pouvoir l'examiner. L'annexe de cet accord que j'ai inclus dans la présentation longue inclut la liste des produits qui sont couverts. Donc, globalement, tous les produits de médicaments humains sont couverts et la plupart des médicaments dits à usage vétérinaire et produits biologiques sont couverts. Vous avez l'annexe 1 qui répertorie tout ça en détail. Sachez aussi que le CETA prévoit une possibilité d'extension des brevets pour les médicaments de 2 ans. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps que vous allez perdre à faire valider votre médicament au Canada pour qu'il soit exporté là-bas, vous pouvez demander une extension de brevet à la discrétion de l'administration canadienne pour être sûr que ce temps immobilisé de vente sur le marché vous permette en fait de conserver, on va dire, votre monopole, privilège sur votre technologie de santé. Là, on sort un petit peu du commerce de biens, on va passer au commerce de services si jamais vous y êtes aussi. Sachez que le CETA a libéralisé la quasi-totalité des services. Donc, ça veut dire que maintenant, le traitement national s'applique. Cela veut donc dire qu'en fait, on ne peut pas vous discriminer du fait de votre nationalité française, européenne sur le marché canadien en vous refusant un accès au marché. Et pareil, dans le sens inverse, si vous voulez importer des services canadiens. Aussi, le CETA protège les transferts de technologie. Donc, ça veut donc dire que personne, aucune entreprise, aucun gouvernement local canadien ne peut vous obliger dans un contrat à faire un transfert de technologie si vous faites une vente de services, sauf si, bien évidemment, vous le consentez. Et enfin, il y a des dispositions pour les investissements croisés. Donc là, notamment, je pense dans le cas, imaginons, vous êtes une PME, une ETI, vous commencez un peu à grossir. Et vous vous dites, OK, c'est le moment de m'implanter au Canada, soit de racheter une entreprise, soit d'ouvrir une filiale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si, avant le CETA, si vous voulez faire ça, tous les achats qui dépassaient les 400 millions d'euros, ou les investissements qui passaient les 400 millions d'euros, ils étaient susceptibles de faire l'objet, selon la loi canadienne de l'investissement, d'un contrôle des investissements. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais c'était possible. Ce seuil a été relevé pour l'année 2025, parce qu'il est relevé tous les ans en fonction de l'inflation, évidemment, et du taux de change. Aujourd'hui, il est à 2,1 milliards grâce au CETA. Donc, en gros, c'est un seuil préférentiel. 2,1 milliards de dollars canadiens, c'est 1,3, 1,4 milliards d'euros. Ça veut donc dire que si vous êtes une PME, vous avez quand même un large spectre pour acheter une entreprise au Canada, pour investir sans avoir des contrôles des investissements. Donc, c'est une bonne affaire. J'ai donné quelques exemples de secteurs libéralisés, hein, évidemment, finance, assurance. La plupart des services aux entreprises, construction, ingénierie, fabrication, maintenance, installation, vraiment, la plupart des services sont couverts, à l'exception, évidemment, il y a une exception qui, à mon avis, ne vous concernera pas aujourd'hui, à part si vous êtes vraiment dans un secteur très niche, qui concerne les affaires en lien avec les Premières Nations, donc les peuples autochtones canadiens. Donc, à part si vous êtes vraiment dans un secteur très niche, cela m'étonnerait que vous ayez affaire à ce genre de secteur. L'autre point important concerne l'ouverture des marchés publics. Je sais que pour les PME, c'est aussi une grosse source de croissance. Sachez qu'avec le CETA, il y a eu une ouverture complète des marchés publics, que ce soit au niveau municipal, provincial et fédéral canadien. Évidemment, il y a des seuils et des exemptions qui existent. Ils peuvent être parfois un peu pointus. Donc, je vous ai fait les renvois de liens utiles sur les sites canadiens pour pouvoir consulter province par province les éventuelles exemptions qui peuvent exister. Sachez qu'il y a des seuils, évidemment, pour pouvoir postuler à ces marchés publics tout en étant protégé par la préférence du CETA. 162 000 euros pour les marchandises et services au niveau fédéral, 250 000 au niveau provincial et 437 000 au niveau municipal. Sachez que ces montants peuvent varier un tout petit peu chaque année. Donc, je vous invite à rejeter un œil à chaque fois à ces seuils. Vous marquez seuil, marché public, CETA.
Normalement, les seuils sont actualisés chaque année. Et pour le service de construction, vous voyez que c'est un peu plus élevé. Sachez que c'est quand même une source de gain très importante pour les entreprises françaises. Pourquoi? Parce que c'est que le marché public au Canada, c'est quand même 15% du PIB canadien. Et dans l'autre sens, si vous voulez travailler avec une entreprise canadienne sur un marché public français, vous pouvez les attirer parce que c'est quand même, pareil, 15-16% du PIB français. Alors, comment évaluer votre éligibilité au CETA? Sachez qu'il existe des outils, Access to Procurement, que vous avez en lien dans la présentation longue. En fait, c'est très simple. Quand vous arrivez sur Access to Procurement, vous sélectionnez Canada, vous sélectionnez le secteur dans lequel vous voulez faire l'offre de marché public, vous sélectionnez le secteur, santé, ceci, cela, gouvernement local, provincial, fédéral, et vous entrez le prix auquel vous pensez répondre à cet appel d'offres. Et en fonction de ça, il vous dit, Access to Market, OK, j'ai lu le CETA pour toi, et là, tu es protégé, là, tu n'es pas protégé. Et il vous explique pourquoi. Donc ça, c'est très utile. Si vous voulez consulter les marchés publics canadiens, sachez qu'il y a une plateforme fédérale qui a été créée grâce au CETA, grâce au dialogue Union européenne-Canada, qui s'appelle Achat Canada, qui répertorie tous les offres, tous les marchés publics fédéraux canadiens et aussi des marchés municipaux et provinciaux. Sachez toutefois quand même que cette plateforme a un peu plus d'un an, elle n'est pas complètement, on va dire, exhaustive. Donc moi, ce que je vous invite, et je l'ai mis dans la présentation longue, je vous ai fait un renvoi de lien vers tous les sites provinciaux pour être sûr que vous pouvez consulter tous les marchés publics municipaux et provinciaux, et aussi le lien vers un site privé qui, en fait, de manière gratuite, répertorie quand même tous les marchés publics. Comment maximiser vos chances de succès au Canada? Moi, je donne 3 petites astuces, parce qu'en effet, vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, donc parfois, ça peut poser problème. Soit vous implantez une filiale au Canada, ça vous permettra en gagner en notoriété et donc d'être plus vu pour les appels d'offres, soit de faire un partenariat avec une entreprise canadienne qui est déjà sur place. Comme ça, pareil, vous avez un cachet, vous arrivez avec déjà, on va dire, la notoriété d'une entreprise qui est implantée sur place, ou bien vous ne répondez pas aux appels d'offres, vous regardez qui sont les vainqueurs des appels d'offres, et vous devenez leur fournisseur. Comme ça, à partir de quelques mois, quelques années, quelques marchés remplis, vous allez pouvoir gagner suffisamment en notoriété, pouvoir postuler en votre nom propre et remporter ces marchés publics en votre nom. Enfin, la dernière disposition concerne la mobilité de la main-d'œuvre. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez peut-être envisager le rachat d'une entreprise, le rachat ou bien une implantation d'une filiale. Comment faciliter la viabilité de cette entreprise? Sachez que vous pouvez obtenir des visas de 3 ans sans enquête de marché du travail canadien, sans paperasse lourde pour transférer jusqu'à 3 ans vos cadres dirigeants, vos spécialistes au Canada pour justement faire tourner cette entreprise. Des visas de 1 an. Si vous êtes dans le secteur du commerce de services, imaginons le service que vous vendez consiste à monter des machines notamment pour l'industrie agroalimentaire. Une entreprise canadienne fait appel à vous parce qu'elle a importé une machine européenne, mais elle n'est pas capable de l'installer. Avec un contrat de vente en disant, voilà, l'entreprise X française va venir installer la machine au Canada, vous pouvez obtenir un visa qui peut aller jusqu'à 1 an. Vous allez sur place, vous réalisez l'installation de la machine et vous pouvez repartir. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille sur ça. Vous pouvez aussi avoir un visa de 1 an si vous envisagez un projet d'investissement, puis après des visas de 3 mois pour les voyages d'affaires. Sachez aussi que depuis fin 2024, il y a un accord de reconnaissance mutuelle pour les architectes. Si vous avez une expérience d'environ 10 ans, vous pouvez vous déplacer au Canada, être reconnu et devenir architecte. Ça tombe bien, il y a une forte crise du logement au Canada. Donc, que ce soit en biens ou en services, tout ce qui peut contribuer à la construction de logements au Canada sera évidemment bienvenu. Donc voilà, c'est un petit message que j'envoie aux entreprises qui sont dans la construction qui seraient dans ce webinaire. Juste pour faire rapidement un petit bilan du CETA, comme vous voyez, depuis 2017, le commerce, que ce soit importation, exportation, est en forte hausse, que ce soit sur les biens comme sur les services. On est sur plus 30% de l'augmentation du commerce de biens depuis 2017 entre la France et le Canada, et plus 80% pour les services. On est quand même sur une forte augmentation pour les services. Vous voyez quand même que globalement sur les biens, la balance est à peu près tout le temps positive pour la France. Donc, c'est un accord qui permet à la France de vendre beaucoup de biens. Sur les services, c'est plutôt équilibré avec quelques années au début qui étaient déficitaires et qui maintenant redevient excédentaire. On est quand même sur un commerce de 8,3 milliards pour les biens, 9 milliards pour les services, ce qui fait un commerce total d'à peu près 17,3 milliards en 2023. On est quand même sur un commerce qui est quand même assez important. La France est le 10e partenaire du Canada, mais le Canada n'est que le 28e partenaire de la France. La France est le premier et le 3e employeur au Canada. Donc voilà pour vous dire à quel point la présence française au Canada est très forte, que ce soit au Québec comme ailleurs, elle se développe. Ce qui m'amène à la slide d'après. Quand vous regardez par province, quand on pense à exporter au Canada, je sais que beaucoup d'entre vous pensent au Québec, en se disant d'abord le Québec, puis après je m'étends. C'est vrai, le Québec
du fait de la langue française, du fait des relations intenses, du fait de la diaspora, est vraiment une zone très importante. Mais sachez aussi que le Canada est très grand et que vous avez l'Ontario, les prairies, les provinces atlantiques et la Colombie-Britannique. Et comme vous le voyez, en fait, le CETA, non seulement d'avoir augmenté les échanges avec le Québec, ce qui était évident, en fait, a permis de véritablement consolider la présence française au Canada dans les autres territoires canadiens. Et regardez, les prairies, plus 43%, Colombie-Britannique, plus 67%, province atlantique, x3. En fait, ce que l'on regarde, c'est qu'en dehors du Québec, les biens français étaient assez inconnus. Donc, en fait, ils bénéficient, assez inconnus relativement, hein, évidemment, ils bénéficient donc, en fait, d'une certaine notoriété, d'un côté un peu luxe, d'un côté un peu un art de vivre à l'européenne, à la française, qui est véritablement positivement perçu, en fait, de l'autre côté de l'Atlantique. Avoir son plateau de charcuterie, un petit fromage, une bouteille de vin, c'est véritable. En France, on appellera ça un apéro à 18h. En fait, au Canada, c'est vraiment vu comme quelque chose de bien. C'est un signe d'une certaine consommation un peu ostentatoire des produits européens. Toute mesure gardée, évidemment. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, les produits européens bénéficient d'un certain cachet. Et donc, si vous êtes dans ces secteurs-là, des arts de vivre de manière générale, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit le textile, la maroquinerie, la bijouterie, ou même des produits et des machines industrielles, sachez que c'est des produits qui sont relativement bien perçus au Québec comme ailleurs, mais sachez qu'en dehors, vous bénéficiez d'un certain effet de nouveauté. Donc, je vous invite à jouer sur ça. Donc, vous voyez, hein, voilà, globalement pour la couverture géographique du Canada. Maintenant, pour rentrer vraiment dans le détail, quels sont les produits qui ont véritablement gagné de la baisse des droits de douane? Et quand vous regardez, en effet, moi, je vous dis, les PME ont vraiment bénéficié du CETA. Déjà parce que les PME, de manière générale, représentent 85%, 89% des entreprises exportatrices au Canada en nombre d'entreprises. C'était 85 en 2017, on est passé de 85 à 89. C'est bien au-dessus de ce que l'on considère en théorie du commerce international. En moyenne, on considère que c'est plutôt aux alentours de 75-80 en moyenne, quand on regarde les relations économiques. Pour la relation France-Canada, c'est 90. C'est-à-dire que vraiment, les PME sont le moteur de la croissance des exportations au Canada. C'est plus 27% de PME qui exportent au Canada depuis 2017 contre 21% sur l'augmentation moyenne du nombre d'entreprises. Sachez aussi, je vous donne un chiffre intéressant, quand on compare par rapport à toute l'Union européenne, sachez que la France et l'Italie, l'augmentation du nombre de PME qui se sont mises à exporter au Canada, françaises et italiennes pour toute l'Union européenne, ces deux pays représentent plus de la moitié quasiment de l'augmentation du nombre d'entreprises qui exportent au Canada depuis le CETA. Donc vraiment, c'est les Français et évidemment les Italiens qui sont les PME qui profitent énormément de cet accord. Donc quand vous regardez un peu les secteurs, vous voyez que vin et spiritueux, il y avait des droits de douane de 12%, plus 54% depuis 2017. Quand vous regardez machines et équipements à usage industriel, plus 31. Industrie agroalimentaire, plus 106%. Donc x2. Produits de toilette et parfums, plus 83. Produits chimiques à usage industriel, plus 105. Vous voyez globalement qu'en fait, ça a beaucoup augmenté. Pour la plupart des secteurs où il y avait des droits de douane, on constate soit des augmentations de x2, x3, un peu bijouterie, horlogerie. Vous voyez très bien que la plupart des secteurs ont gagné. Mais qu'est-ce qui justifie véritablement ce webinaire aujourd'hui? En fait, je ne suis pas là pour parler du CETA pour vous dire c'est bien. C'est aussi qu'est-ce qu'on remarque, quel est le problème en fait de la PME qui exporte, française, mais de manière générale. C'est qu'en fait, vous avez un taux de renouvellement qui est très élevé. Aujourd'hui, vous exportez au Canada, mais dans 1 an, 2 ans, vous n'exporterez plus au Canada pour diverses raisons. Soit parce que vous n'avez pas utilisé l'accord de libre-échange et la relation commerciale s'est effritée avec votre importateur, ou tout simplement parce que vous avez découvert un nouveau marché et vous n'avez pas les capacités à tenir 2 marchés internationaux en même temps. Donc ça justifie un travail continu de promotion de cet accord, et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les PME sont donc, quand vous êtes une PME, sachez que vous devez redoubler de vigilance parce qu'évidemment, vous n'avez peut-être pas les mêmes ressources humaines et temps à investir pour comprendre cet accord, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour l'expliquer. Alors, quelles sont les bonnes raisons pour utiliser le CETA? Si vous êtes un exportateur, très concrètement, c'est un gain de compétitivité. Quand vous allez faire bénéficier à votre exportateur de cette baisse de droits de douane, il va pouvoir vous acheter plus ou il va pouvoir vous acheter plus pour le même prix. Si un importateur était prêt à payer 110 parce qu'il y avait les 10 de droits de douane, ben ces 10 supplémentaires de droits de douane, ben peut-être que tout simplement, il va vous les acheter à vous. Donc, au lieu de vendre, j'en sais rien, moi, 10 caisses de vin, vous en vendrez 11. Donc, vous vous dites que ben voilà, vous allez récolter plus. Quel est pour le gain financier pour l'importateur? C'est que lui, c'est très logique. Lui, si à la douane, quand il récupère son produit, il ne paye pas de droits de douane, il va être content parce que ça va lui permettre,
d'amortir une partie des coûts de transport, des coûts de compliance, des coûts de réétiquetage potentiel, de mise en marché, et aussi ça va lui permettre de sécuriser sa marge. Ce qui m'amène donc à mon point 3, un importateur qui est content de préserver sa marge, de l'augmenter ou d'absorber certains coûts logistiques en économisant des droits de douane, c'est un importateur heureux. Si c'est un importateur heureux, croyez-moi, il va continuer à faire affaire avec vous. Parce que le risque, c'est que si vous n'utilisez pas les accords de libre-échange, imaginons une autre entreprise européenne qui, elle aussi, peut réclamer le CETA, vient, propose un bien similaire au vôtre, et là, en plus, propose de l'abattement tarifaire CETA, ben peut-être que pour un bien à peu près similaire, il pourrait changer de fournisseur et donc vous laisser sur le carreau. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de recourir aux accords de libre-échange. Et enfin, il y a ce que j'ai dit, gain de compétitivité et gain financier. En fait, ils se combinent quand vous avez une filiale au Canada ou que vous envisagez d'importer au Canada en votre nom propre et après distribuer sur place. Vous n'allez pas payer des droits de douane sur vos propres produits que vous importez au Canada alors que c'est vous-même qui les avez produits et vous savez d'où ils viennent. En utilisant le CETA, vous économisez à la fois sur le transport, sur les marges, et donc vous pouvez arriver sur le marché canadien avec un prix qui est beaucoup moins élevé que si vous deviez vous infliger à vous-même des droits de douane. Maintenant, on arrive à la partie actualité avec la guerre commerciale. Donc, quelles sont les opportunités pour la relation économique France-Canada? Quand on regarde à court terme, hein, évidemment, quels sont les produits français que vous pourriez davantage exporter au Canada? Eh ben, c'est principalement les produits agroalimentaires, vins spiritueux, produits laitiers, préparation alimentaire. Ça, c'est des produits qui peuvent très facilement en fait, être redirigés d'un pays vers l'autre. Pareil pour les produits pharmaceutiques, pièces détachées de l'industrie aérospatiale et automobile, produits de bijouterie, horlogerie. Je pense à la cosmétique et notamment les produits maquillage, visage, crème pour la peau, mais aussi parfumerie. Produits chimiques industriels, l'équipement et la machinerie, évidemment, et les produits de plastique et caoutchouc. Vous voyez très bien que la liste est assez large. Elle couvre déjà énormément d'exportations que la France fait au Canada. Donc, tout simplement, ça veut juste dire augmenter ses flux à un même niveau. Donc, pour l'entreprise, pour vous, il y a deux cas, hein. Soit vous n'avez jamais exporté en Amérique du Nord, et donc c'est l'occasion de découvrir le marché. Soit vous exportez aux États-Unis et un petit peu au Canada, et c'est peut-être le moment de rediriger une partie de vos flux des États-Unis vers le Canada. Pourquoi? Parce que dans les faits, ce qui se passe, c'est que les préférences des consommateurs canadiens sont à peu près similaires à ceux des consommateurs américains, hein. On est sur un marché, voilà, hein, même s'il y a des nuances, on n'est pas sur des frontières infranchissables en termes de préférences des consommateurs. Pareil pour les services, hein, dans une guerre commerciale, après avoir frappé les biens, généralement, c'est les services qui en viennent à souffrir. Donc, à court terme, vous risquez aussi de profiter beaucoup d'une augmentation du commerce de services. Et évidemment, pour les marchés publics, c'est l'occasion. S'il y a des restrictions qui sont mises en place sur des entreprises américaines, forcément, ça va créer un vide que vous-même et des entreprises canadiennes pourrez combler ensemble. Sachez qu'à moyen et long terme, hein, pour ne pas saturer les chaînes d'approvisionnement. Il y a des dialogues évidemment entre l'Union européenne et le Canada pour comprendre davantage, approfondir la relation Canada-Union européenne commerciale, voir quels produits peuvent être davantage échangés et voir qu'est-ce qui peut être fait à long terme pour justement augmenter ce panier de produits. Donc voilà pour cette partie théorique. On va maintenant arriver dans la partie très pratico-pratique. Très bien, je sais qu'est-ce qu'il y a dans le CETA. Maintenant, comment je fais pour l'utiliser de manière concrète? Donc, on va arriver un peu dans les bases, hein. Si vous avez déjà exporté à l'international, vous connaissez très rapidement le code SH. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours de douane, mais c'est un peu de vous rappeler les étapes importantes qu'il y a tout au long du processus et en fait comment en fait il faut les mobiliser à chaque fois. Donc la classification SH, en fait, c'est la clé de voûte de votre processus d'exportation ou d'importation, hein, c'est la même chose. Sachez que la classification SH, si vous exportez que dans un seul pays hors Union européenne, elle est pareille partout. La classification internationale SH, c'est une nomenclature reconnue dans la quasi-totalité des pays du monde. Elle est divisée en chapitres, des grandes industries, avec des positions, un sous-groupe de produits et des sous-positions, ce que l'on appelle un produit. Un produit, un code SH. Ce téléphone, cet écouteur, ce mug, tout ça, en fait, a un code particulier à respecter. Donc, quelles sont les choses que l'on remarque souvent dans le cadre du CETA, notamment par les PME, ce que l'on fait remonter les douanes canadiennes? Ce que l'on remarque, c'est qu'une mauvaise classification SH, ce qui arrive assez souvent, notamment pour les produits de plastique, les produits de maroquinerie, les produits équipements et machines industrielles et certains produits agroalimentaires, mais c'est vraiment des niches très particulières. Ben, des fois, on se trompe dans le code SH. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si vous vous trompez dans le code SH, vous allez vous tromper dans l'identification du gain à l'utilisation du CETA.
Imaginez, vous pensez que votre produit, vous êtes trompé de code SH, vous vous dites mon produit, en fait, que je m'apprête à exporter, il n'y a pas de droit de douane, même avec le CETA, donc je n'ai pas besoin de faire les papiers supplémentaires. OK, très bien. Vous faites votre exportation. Sauf que votre importateur, le douanier canadien va découvrir que vous êtes trompé sur le code SH. Il va mettre le bon code SH. Il va se dire, ah, mais là, il y a un droit de douane. Et là, votre client risque de payer un droit de douane inattendu. Évidemment, croyez-moi, il ne va pas être content et va se retourner vers vous pour vous demander des explications. Donc, c'est pour ça qu'une classification SH est importante. Aussi, si vous vous trompez dans la classification SH, vous allez vous tromper dans l'identification de la règle d'origine. La règle d'origine, c'est quoi? C'est la règle à respecter, on va le voir après, pour prouver en fait que votre produit il est européen et donc qui bénéficie de cette baisse de droit de douane. Si vous vous trompez dans l'identification de la règle d'origine, ben forcément, vous allez peut-être vous tromper dans comment vous allez prouver que votre produit est européen. Et donc, croyez-moi, le douanier canadien va vous faire perdre la préférence tarifaire. Comment bien identifier votre code S? Existe-t-il un organisme qui nous permettrait d'assurer de valider qu'on est sur le bon codage? Eh bien, c'est parfait, monsieur Deschaux. Vous anticipez la slide d'après. Donc, je réponds dans la prochaine slide. Sachez qu'il existe déjà des outils pour vous, pour naviguer à travers cette nomenclature. Vous avez RITA côté français, Access to Market côté européen. Vous inquiétez pas, il y aura les liens. On va faire une présentation après d'un outil utile. Et InfoTarif côté canadien, hein, si vous voulez regarder l'outil côté canadien. Alors, là, vous avez un exemple sur RITA. Hein, vous voyez, chapitre 33, huile essentielle, avec la position parfum et eau de toilette, qui est donc à 4 chiffres. Et enfin, la position, ce qui sera à déclarer dans la déclaration d'exportation ou importation, c'est ce fameux code à 6, 8 ou 10 chiffres. C'est ce qu'on appelle une sous-position. Donc là, on arrive à la question de M. Théo Deschaux. Existe-t-il un organisme? Et oui, il existe différentes solutions pour voir ça. Premièrement, des outils publics, qu'ils soient français ou canadiens. Vous pouvez contacter les douanes françaises, donc les pôles action économique des douanes françaises. Vous en avez forcément un dans votre département ou dans votre région qui couvre. Donc, je vous invite à les contacter. Pôle action économique douane française. Vous avez les adresses mail, ils vous répondent très rapidement. Vous avez donc les douanes françaises peuvent vous faire ce que l'on appelle un renseignement tarifaire contraignant. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez pas où classifier votre produit. Vous avez peur de faire une erreur et vous voulez un document qui dise là, c'est vraiment ce que disent les douanes, donc je vais mettre ce code-là. Vous pouvez contacter les douanes françaises en leur disant « Très bien, voici les caractéristiques de mon produit. Il fait ceci, il fait cela, il est comme ci, il est comme ça. » Les douanes françaises vont analyser votre produit et sous 120 jours, vont vous donner une réponse en vous disant « Voici le code SH que vous devez utiliser dans votre déclaration. Ce code est valable 3 ans et il est opposable. » C'est-à-dire que si un autre douanier français vous dit « Ah non, 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 ce n'est pas le bon code SH », vous lui sortez la déclaration et vous lui dites « Si, si ». Et à ce moment-là, il ne pourra rien dire. Sachez que ce document-là, je vous invite à le copier et l'inclure à votre exportation. Comme ça, au moins, le douanier canadien, il le consulte et lui aussi, il voit qu'il y a déjà, on va dire, un document solide de la part de douane française qui montre que déjà, vous avez fait des démarches, que vous êtes un exportateur averti et que vous vous êtes pas trompé. Attention, sachez que ces décisions françaises, évidemment, ne sont valides que sur le territoire de l'Union européenne. À la fin, c'est le douanier canadien qui prend la décision finale. Supposons, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Que le douanier canadien n'est pas du tout d'accord avec la décision rendue par les douanes françaises. Il peut vous révoquer et il peut vous dire non. Alors, si vous voulez sécuriser, ce n'est pas obligatoire, mais je vous le dis, vous pouvez aussi demander, à la place de demander cette décision aux douanes françaises, vous pouvez la demander aux douanes canadiennes. Vous pouvez demander aux douanes canadiennes de faire exactement la même chose que j'ai expliqué pour les douanes françaises, sauf que là, il faut vous leur envoyer un mail, parce que normalement, vous n'avez pas de numéro d'entreprise canadien, donc vous ne pouvez pas les contacter avec la plateforme exprès. Vous pourrez leur envoyer un mail au bureau des douanes où vous comptez faire votre exportation, pareil, caractéristiques du produit, et pareil, sous 120 jours et valable pour 3 ans, ils vont vous répondre. Sachez en tout cas qu'en cas de litige entre les douanes françaises et les douanes canadiennes, il y a des instances de dialogue et de coopération qui font que normalement, ce genre de cas un peu extrême que j'ai dit, c'est rarissime. Mais supposons que vous n'avez pas le temps. 120 jours, c'est long. Votre exportation, c'est très rapide. Vous avez toujours des solutions payantes, privées, que vous pouvez mobiliser. Votre représentant en douane enregistrée, en gros, c'est celui qui fait vos déclarations et qui assure vos relations avec les douanes françaises. On va voir en détail qu'est-ce que c'est après si vous ne savez pas ce que c'est. Vous pouvez aussi contacter votre transporteur qui vous offre aussi ce genre de service. Et enfin, si vraiment votre produit est très complexe, vous pouvez toujours vous retourner vers un cabinet d'avocats spécialisé en droit douanier. Il y en a environ une dizaine qui sont très bons en France, hein, qui sont reconnus, primés année après année. Donc, c'est un peu le genre d'option que vous avez. Attention, par contre, pour ces solutions privées, à la différence des solutions publiques, les décisions qui seront rendues ne sont pas opposables aux douanes françaises ou canadiennes. C'est un conseil privé que vous avez sollicité. Alors, c'est peut-être les plus rapides, mais il n'est pas opposable aux douanes.
Très bien, maintenant que vous connaissez un peu mieux le code SH, que vous l'avez peut-être identifié ou que vous savez qu'est-ce que c'est que la règle d'origine? La règle d'origine, dans tous les accords de libre-échange, il y en a un. La règle d'origine, c'est ce qui détermine la nationalité de votre produit. Ça n'a rien à voir avec le pays d'expédition. Ce n'est pas parce que vous avez envoyé votre produit de France vers le Canada qu'il va nécessairement bénéficier du CETA. Il faut que le produit que vous allez exporter, en fait, vous ne pouvez pas importer des t-shirts de Chine, mettre votre joli logo de votre marque et l'envoyer au Canada. Ça ne marchera pas parce que tout simplement, on dira, ben non, vos produits ils sont chinois. Vous avez juste mis un logo, ça ne marche pas. Donc, sachez que chaque produit a donc un code SH et chaque code SH correspond à une règle d'origine. Alors, les règles d'origine, on va voir, c'est assez facile. Il y a 4 grands principes qui les guident dans l'assiette suivante. Donc, ne paniquons pas. Déjà, je vais vous donner quelques grands principes avant les règles d'origine détaillées. Déjà, les opérations dites de transformation insuffisante, elles ne permettent pas de vous qualifier pour le CETA. C'est quoi une opération de transformation insuffisante? En gros, c'est du redécoupage, c'est du simple ouvrage, du réemballage, du repackaging, de la simple peinture. Vous ne pouvez pas importer des meubles blancs, j'en sais rien, suédois, pardon, des meubles blancs indiens et vous amuser à les peindre en noir et les exporter au Canada. C'est pas parce que vous avez pris un meuble blanc et que vous en avez fait un meuble noir que tout simplement il est qualifié au CETA. Non. Il faut que vous partiez d'une matière première ou d'une consommation intermédiaire et que vous en fassiez un produit fini ou d'une matière première vers une consommation intermédiaire. En fait, à la fin, la règle générale qui va vous aider dans 75% des cas, c'est est-ce que vous êtes parti d'une matière première, donc en gros d'un produit qui était différent, et que vous en avez fait un produit fini qui est substantiellement différent, qui n'a pas le même usage ou qui n'a pas la même caractéristique, grosso modo. Enfin, l'autre règle importante, c'est celle du transport direct. En gros, là, très bien, vous avez votre produit, il se qualifie pour le CETA, il va partir. Vous le mettez sur votre bateau, sur votre avion, Paris, Le Havre, n'importe où. Il se rend au Canada. Mais supposons que pendant le trajet, le bateau en question s'arrête au Royaume-Uni, en Norvège, en Islande, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux États-Unis, qui ne sont pas des territoires considérés comme dans le marché unique de l'Union européenne. Donc, si dans ces ports-là, vous n'avez pas le droit de faire de modifications substantielles à votre produit. C'est-à-dire qu'aucun réemballage, aucun repackaging dans ces pays tiers, aucune finition n'est autorisée. Les seules opérations qui sont autorisées, je vais prendre un exemple un peu cliché, vous exportez du poisson congelé, ce qui va vous être autorisé, c'est en fait de vous assurer que la congélation est toujours correcte et que vous pouvez vous assurer de rajuster la congélation pour être sûr que quand le produit va arriver au Canada, il restera il restera conforme et consommable et donc il ne sera pas pourri. C'est la seule chose qui est autorisée. Si vous faites une modification substantielle au produit, vous risquez véritablement en fait de vous faire révoquer toute la préférence tarifaire parce qu'on dira non, ton produit n'est plus européen, il est américain, il est britannique, il est norvégien. Donc attention. 4 grands principes guident la règle d'origine, ils sont bons à connaître. Il y en a 2 qui guident 70% des cas. Donc en fait, à part si vous êtes dans l'industrie agricole, agroalimentaire ou dans le vêtement et textile, c'est les 2 premières règles qui vont très souvent s'appliquer à vous. Je vais les expliquer très rapidement. La première, donc c'est le problème des accords de libre-échange, c'est que quand vous regardez les règles d'origine, c'est souvent un langage un peu bureaucratique. Donc vous allez voir un changement de position, sous-position, vous dites OK, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? En d'autres termes, dans un langage très simple, changement de position, sous-position au chapitre, c'est qu'en fait, on va vous demander soit de partir d'une consommation intermédiaire, soit de partir d'une matière première, en supposant que cette matière première ou cette matière consommation intermédiaire n'est de base pas originaire de l'Union européenne. Si vous partez d'une matière première, si vous partez d'une consommation intermédiaire chinoise, indienne, turque, britannique, et que vous en faites une consommation intermédiaire en France, ou bien un produit fini en Union européenne, quand je dis France et Union européenne compris, vous passez d'une première étape à une autre étape, normalement, vous allez changer de code SH. Comme j'ai dit, il y a un code SH pour tout. Si vous passez de plastique, je vais prendre un exemple sur, par exemple, si vous partez de plastique, de ce plastique, vous en faites un sac à main en plastique, vous avez complètement changé de chapitre SH. Vous êtes passé d'une matière première à un produit fini. On s'en fout que ce plastique vienne de Chine, d'Inde, de Turquie ou de que sais-je. Vous en avez fait un produit fini. Cette transformation a eu lieu en Union européenne, alors vous êtes qualifié pour le CETA. Et vous verrez que dans beaucoup de cas, c'est ça. Après, il y a une autre règle qui concerne les seuils maximums de produits non européens ou non canadiens autorisés. Ça concerne notamment tout ce qui est
industrie automobile ou tout ce qui est industriel de manière générale, mais aussi des produits chimiques industriels. En gros, c'est que si vous faites des mélanges, si vous utilisez dans votre mélange de produits chimiques ou autres un certain pourcentage de produits finis ou vraiment qui ne va pas subir de transformation non européen, vous ne devez pas dépasser un certain seuil. Pour l'automobile, généralement, ça oscille entre 45 et 50% de matières premières non européennes autorisées. Pour les produits chimiques et pour certains produits agroalimentaires, on tourne autour de 20%. Enfin, si vous êtes dans le produit agricole, donc là, la règle est assez, on va dire, droit au but. Votre aubergine, votre tomate, vous l'avez récoltée en Europe ou pas, voilà, il n'y a pas photo. Pour les produits agroalimentaires, quand je pense à tout ce qui est charcuterie, produits laitiers ou autres, ce qu'on va vous demander, c'est que la viande ou le poisson soit exclusivement originaire de l'Union européenne. Donc, pas question d'utiliser de la viande ou du poisson d'un autre pays. Et si vous avez des préparations alimentaires où vous mettez des sucres, sachez que le taux de sucre non européen autorisé dans le produit, généralement, ne doit pas dépasser 20%. Normalement, ça, ce n'est pas censé être un gros problème côté français parce qu'on a quand même une bonne industrie du sucre, donc ça devrait aller. Et enfin, pour les vêtements, il y a des règles de transformation très spécifiques. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus détaillé. C'est dans un langage beaucoup moins bureaucratique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'elles sont très bien expliquées. Après, évidemment, vous avez des règles de tolérance. On va le voir dans la démonstration de l'outil que je vais faire dans quelques instants. Donc, en fait, quand même vous pensez ne pas vous qualifier pour ces règles d'origine, en réalité, vous vous y qualifiez. Donc, on va voir comment, grâce aux tolérances, qui vous permettent vraiment de jouer avec beaucoup de flexibilité. Et ces flexibilités, comme je le dis, elles ont vraiment été rajoutées dans le CETA, mais aussi dans d'autres accords de libre-échange pour faciliter l'utilisation de l'accord par les PME. Je vous les explique à l'oral vite fait avant de faire la démonstration de l'outil que je vous inviterai à vraiment utiliser. Le premier, c'est le principe d'absorption. Vous êtes une entreprise, vous avez importé une matière première brute de Chine. Cette matière première brute, vous l'avez transformée en une consommation intermédiaire. Cette consommation intermédiaire, vous la vendez à l'entreprise de votre voisin. Votre voisin, lui, va prendre cette consommation intermédiaire et l'intégrer dans son produit fini. En fait, comme vous êtes parti d'une matière première, quand bien même elle ne venait pas de Chine, qu'elle est devenue une matière intermédiaire qui a été revendue ou même et après réintégrée dans un produit fini, en fait, on va considérer que l'intégralité du produit fini est européen. Et ce n'est pas grave si la matière première de base venait de Chine, c'est parce que cette consommation intermédiaire, la matière première a permis de faire une consommation intermédiaire, et cette consommation intermédiaire n'est qu'un bout d'un produit fini. Donc, l'entièreté du produit est européen. Ensuite, vous avez le principe de cumul bilatéral qui est très intéressant, surtout si vous êtes dans le secteur agroalimentaire, mais aussi dans d'autres secteurs, évidemment. En gros, c'est que toutes les matières premières que vous allez utiliser du Canada, matières premières et consommation intermédiaire du Canada, si vous les réutilisez dans la production d'un produit fini, toutes ces matières premières canadiennes seront considérées comme 100% européennes. Donc, en gros, l'idée, c'est de vous dire, si vous voulez exporter au Canada, profitez-en pour utiliser des matières premières canadiennes. Si vous ne pouvez pas vous en fournir en Europe, vous pouvez les utiliser de manière illimitée. Et pareil dans l'autre sens. Un Canadien, s'il veut, il peut faire exactement la même chose. Et enfin, vous avez un principe de tolérance générale pour tous les produits, sauf quand c'est précisé un pourcentage particulier, qui est de 10% pour la quasi-totalité des produits. Donc, en gros, vous avez le droit d'avoir 10% de matière non originaire dans votre produit fini. Cette tolérance monte à 15% pour les produits de textile et vêtements. Et enfin, sachez que cette tolérance est aussi à 15% si vous envoyez des coffrets ou des assortiments. Donc, en gros, l'idée, c'est de favoriser une utilisation large de l'accord. Donc, vous avez un outil qui a été développé par la Commission européenne il y a 1 an et demi qui s'appelle ROSA. Cet outil est vraiment bien et je vous recommande vraiment de l'utiliser parce qu'à ce stade, les exportateurs français n'utiliseraient probablement pas suffisamment. En fait, qu'est-ce que c'est que cet outil? Cet outil, c'est vous rentrez le nom de votre produit ou votre code SH, il va vous dire c'est quoi le droit de douane et en plus, il va vous dire très bien, voici la règle d'origine en question. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de la chercher dans le texte de l'accord de libre-échange qui fait plus de 1000 pages. Il va vous poser une série de questions et en fonction de cette série de questions, il va vous dire très bien, vous vous qualifiez pour la règle d'origine. Félicitations ou malheureusement, vous ne vous qualifiez pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil, sachez que la Commission européenne donne des formations tous les ans. Donc maintenant, on va faire la démonstration. Donc je vais arrêter de partager mon écran et je vais partager l'outil à la place. Alors, tout mon écran. Là, normalement, vous devez voir mon écran. Donc là, regardez, vous devez voir la plateforme Access to Market, exportée depuis l'UE, importée depuis l'UE, ce que vous devez savoir. Donc là, vous voyez bien et Rosa. Donc là, on va faire un exemple assez basique. Un exemple que j'aime bien, c'est les produits de parfum parce qu'il y a 2 règles d'origine différentes.
Donc, comme ça nous permet de couvrir pas mal de choses. Hein. Je ne vais pas prendre un exemple de produit agroalimentaire ou de vêtements parce que les règles sont assez, on va dire, droit au but. Donc, on va dire, c'est pas le plus pertinent. Donc, moi, comme je suis basé au Canada et qu'il y a du géoblocage, je vais dire que j'exporte du Canada vers la France. Parce que l'avantage de cet outil, c'est que les exportateurs canadiens peuvent aussi l'utiliser. Donc, moi, je connais la position du parfum. C'était 33,03, on l'a vu tout à l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, les règles d'origine s'appliquent dans les deux sens. Donc, la démonstration que je vous fais là, en fait, pour le parfum, si vous êtes dans le parfum, elle est totalement valable si vous comptez exporter au Canada. Donc là, vous voyez, il me propose deux codes SH différents. Et vous voyez qu'entre parfum et eau de toilette, déjà, ce n'est pas le même code. Donc, nous, on va dire que pour notre exemple, on exporte du parfum. Donc, voilà, le parfum. Donc là, moi, ça me dit droit de douane 0, parce qu'en fait, il y a 0% de droit de douane quand vous exportez du Canada vers l'Union européenne. Mais sachez qu'en réalité, les droits de douane de la France vers le Canada, si vous n'utilisez pas le CETA, c'est 6,5%. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser le CETA. Donc là, vous arrivez, vous consultez les droits de douane, éventuellement, ça vous dit tous les certificats que vous devez utiliser. Vous voyez, en plus de vous donner les droits de douane, il vous dit quels sont les besoins que vous devez avoir à l'esprit si vous comptez les besoins en certification et autres que vous avez besoin, si vous comptez exporter ou importer. Donc, vous voyez, en plus des droits de douane, il vous donne des conseils de l'ordre de la conformité produit. Vous cliquez ici, l'outil d'auto-évaluation des règles d'origine ROSA, et vous le lancez. Donc là, normalement, ça vous ouvre une page qui vous dit, voilà, bienvenue, ROSA, les règles d'origine, ok, très bien. Et donc là, il va commencer à vous poser des questions. Vérifiez si mon produit est originaire du Canada. Vous entendez Union européenne. Donc là, vous avez trois options. Soit votre produit est entièrement obtenu au Canada. Bon, là, généralement, ça s'agit de produits agricoles, poissons, viande, etc. Hein. Là, c'est droit au but, comme je dis. Hein. La vache, elle est française ou européenne ou elle n'est pas. Enfin, voilà. Soit votre produit est fabriqué exclusivement à partir de matières originaires. Donc là, félicitations, vous valorisez les circuits courts. Mais bon, si vous cliquez ici, ça va aller très rapidement pour vous dire que vous vous qualifiez pour la règle d'origine. Donc, ça ne permettrait pas de démontrer toute l'étendue de cet outil. Donc, nous, on va dire pour notre exemple que le parfum que l'on fabrique, c'est à la fois un mélange de huile essentielle, produits chimiques européens, français, que vous avez développés dans votre laboratoire, mais aussi de produits chimiques et autres que vous avez importés de Turquie. Et aussi un tout petit peu du Canada. Et gardez ça à l'esprit parce que ce sera utile pour tout à l'heure. Donc, vous dites, OK, moi, mon produit est fabriqué à partir d'un mélange. Donc là, il va vous sortir la règle d'origine véritablement spécifique à votre produit. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher dans le texte de l'accord. Donc là, il vous pose la question, est-ce que vous respectez l'une des règles d'origine ci-dessous? Est-ce que vous avez un changement de position? Donc, comme j'ai dit, est-ce que vous êtes passé de matière première, consommation intermédiaire, à un produit fini? Changement de position, c'est est-ce que vous êtes parti de 33,02 ou d'une autre position que 33,03 et est-ce qu'à la fin, vous êtes arrivé à 33,03? Si vous êtes parti de matière première qui était dans 33,02 et qu'à la fin, votre parfum qui lui est 33,03, ben bravo, félicitations, vous vous qualifiez pour cette règle d'origine-là. Et si vous n'avez pas compris la règle d'origine ici, parce que vous avez oublié ce que j'ai dit dans le webinaire, vous pouvez cliquer ici sur Règles expliquées. Ça va vous ouvrir des fiches de lecture pour vous expliquer avec des petits exemples et dans un langage beaucoup plus moins bureaucratique comment comprendre cette règle d'origine. Et là, ce qui est bien avec le produit de parfum, c'est qu'il a deux règles d'origine que vous pouvez respecter. En supposant, donc en gros, là, il vous dit un changement à l'intérieur de cette position, pourvu que les matières non originaires ne dépassent pas 20% de la valeur ex post du produit. Donc, en gros, pour expliquer cette règle d'origine, c'est que supposons votre flacon, vous avez fait un mélange de plusieurs parfums. En gros, vous avez mis 70% de parfums fabriqués dans votre laboratoire, 20% de parfums de Turquie et 10% du Canada. Donc là, vous vous dites, OK, j'ai 70% de France, mais j'ai 30% d'étrangers. Mince, je dépasse les 20%. Donc, je ne pense pas me qualifier pour la règle d'origine. Et donc, vous cliquez ici. Aucun des éléments ne s'applique à mon produit. Parfois à tort, parfois à raison, hein, vous n'allez pas vous qualifier à la règle d'origine. Mais si vous cliquez là, ne vous inquiétez pas. Normalement, vous vous dites, bon, je ne me qualifie pas pour la règle d'origine. Mais non, parce qu'il y a aussi des flexibilités, comme on l'a vu tout à l'heure, principe d'absorption, tolérance, cumul bilatéral, assortiment. Dans le cadre de l'exemple que j'ai pris, je vous ai mentionné, il y a 10% de Canadiens, de produits canadiens. Mais ça tombe bien, ces 10% de produits canadiens, 70 plus 10, ça fait 80, parce que par cumul bilatéral, les matières premières et les produits canadiens utilisés peuvent être cumulés. Donc oui, vous vous qualifiez pour le cumul bilatéral. Et oui, vous respectez la tolérance, parce que certes, vous avez 10% de matières premières non originaires, mais vous continuez à respecter la règle d'origine.
Donc, vous voyez que là, vous qualifiez déjà pour 2 flexibilités. Donc, c'est déjà suffisant pour réclamer le CETA. Et vous voyez aussi, peut-être, pour certains de vos produits, vous qualifierez pour le principe d'absorption ou bien l'assortiment. Cumul bilatéral intégral, en réalité, ça ne s'applique pas trop au CETA, c'est pour d'autres accords de libre-échange, donc je ne vais pas rentrer en détail ici. Donc, vous voyez, parfois, vous allez vous qualifier pour des flexibilités en pensant que vous ne bénéficiez pas du CETA. Et quand vous cliquez sur « Suivant », ben Rosa, elle va vous dire, écoute, en tenant compte de ce que tu viens de dire, tu t'es trompé tout à l'heure, tu te qualifies véritablement pour le CETA. Donc, choisis ton mal, on va dire. Donc, dans les faits, ici, pour reprendre notre exemple, c'est sur cette règle d'origine-là que vous vous qualifiez. Donc, vous dites, oui, je me qualifie ici, tu avais raison. Là, il va vous poser des questions de vérification finale. Hein. OK, très bien, ton parfum, est-ce que tu l'as produit en Union européenne? On va dire que votre laboratoire est en France, donc oui. Et est-ce que vous allez au-delà des opérations minimales? En gros, vous n'avez pas juste importé des parfums que vous avez remélangés dans des flacons. Donc, si vous êtes parti de produits chimiques, que vous en avez fait d'huile essentielle, etc., que vous en avez fait un parfum, c'est bon, vous vous qualifiez pour ça. Les opérations minimales et la transformation. Donc là, il vous dit bravo. D'après vos réponses, votre produit est originaire du CETA. Félicitations. Donc là, maintenant que vous êtes là, il va vous demander de faire une déclaration d'origine. En gros, vous allez devoir produire le document qui prouve que vous vous qualifiez pour la règle d'origine. Vous avez le lien ici si vous voulez cliquer. On va l'avoir dans la slide d'après. Et là, il vous pose une dernière question relative à la règle du transport direct. En gros, c'est est-ce que vous êtes sûr que votre produit ne va pas être modifié dans un port américain, britannique ou autre? Bon, là, on va dire que oui. Il n'est pas modifié. Donc là, félicitations, résultat de l'auto-évaluation, votre produit se qualifie. Vous pouvez sauvegarder cette fiche en format PDF et l'envoyer à votre importateur, à votre client ou bien à votre représentant en douane ou votre transporteur. Comme ça, déjà de base, il voit que vous êtes quelqu'un d'averti et que vous connaissez un peu la chose. Il va pouvoir mieux vous accompagner. Vous avez débroussaillé le chemin. On repart à la présentation. Très bien. Maintenant, vous avez identifié la règle d'origine. OK, super. Maintenant, quel est le document le plus important que vous devez joindre en tant qu'exportateur? Ça, c'est votre obligation d'exportateur. Si vous êtes un importateur, vous allez devoir demander à votre fournisseur canadien de vous donner ce document dans la déclaration à l'envoi. Ça, c'est à inclure dans votre facture, où vous pouvez la générer depuis la plateforme REX. REX, c'est la plateforme. Si vous exportez pour plus de 6 000 € de biens au Canada, vous devez, sur votre compte douane, créer un compte REX. Ce compte REX, en fait, vous donne un numéro qui vous permet de remplir la déclaration d'origine. Dans la version longue, je vous ai mis toutes les informations utiles pour vous créer un compte REX si vous n'en avez pas encore, notamment si vous êtes un néo-exportateur. Donc là, comment remplir la déclaration d'origine? Donc en gros, ce qu'on va vous demander, c'est si vous faites l'envoi d'un même produit au même client en plusieurs fois, vous allez lui envoyer des costumes, mais sur 4 mois, donc de avril à mai, de avril à août. Donc, vous allez rentrer période du nanana au nanana. Comme ça vous évite de devoir faire une déclaration d'origine à chaque fois. Par contre, attention, si vous importez du Canada, vous ne pouvez pas, l'exportateur canadien ne peut pas utiliser cette disposition de la déclaration d'origine parce qu'il y a un vide juridique dans le code douanier de l'Union européenne. Donc, à chaque envoi, il doit faire une déclaration d'origine. Moi, la règle générale que je vous donne, c'est à chaque expédition, faites une déclaration d'origine. Vous voyez très bien que la déclaration à remplir, c'est une autocertification. Ça prend 2 minutes à remplir, vraiment, et ça fait 2 lignes sur une facture. Donc, moi, je dis, incluez-le automatiquement dans vos factures, ne vous embêtez pas, c'est rapide. Donc là, vous marquez l'exportateur des produits visés par le présent document. Donc là, autorisation douanière, votre numéro, vous devez rentrer votre numéro REX, tout simplement, hein, que vous générerez grâce aux douanes. Déclare que, sauf indication contraire de ces produits, ont l'origine préférentielle. Et là, attention, il ne faut pas marquer France, il ne faut pas marquer votre région ni votre ville, il faut marquer scrupuleusement soit Union européenne, soit si vous êtes un peu paresseux, UE, et si vous avez fait un mélange de produits Union européenne et Canada, UE, Canada. C'est les 3 dénominations qui sont autorisées. Les douanes canadiennes me disent souvent que soit les gens se trompent dans la déclaration d'origine, elles mettent la déclaration d'origine d'un autre accord de libre-échange, ou bien elle marque France, Bourgogne, ou ce que vous voulez. Et donc, croyez-moi, le douanier, s'il voit ça, s'il voit cette erreur-là, il va vous rayer sans aucun scrupule votre déclaration d'origine et faire payer le droit de douane. Donc, c'est pour ça que vraiment, faites attention, hein, des erreurs de formalité peuvent coûter 5 à 10% de droit de douane à votre client. Ensuite, vous datez, vous mettez la date, le lieu, et vous pouvez signer. Vous n'êtes pas obligé de signer. Hein. Généralement, quand vous avez votre numéro REX, c'est suffisant. Et si vous exportez pour des biens inférieurs à 6 000 €, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur la plateforme REX. Donc,
vous rentrez la déclaration d'origine comme ça directement à même la facture et c'est suffisant. Donc ça, ce document est obligatoire, hein. Vous devez l'inclure avec vous dans la facture, hein. Sinon vous ne bénéficierez pas, vous ne ferez pas bénéficier de l'accord. C'est vraiment le document le plus important. Donc voilà pour tout ce qui est autour de l'origine et de l'exportation. Sachez que parfois, certains produits, vous avez besoin de licences ou de certification. Donc, comment les identifier facilement? Il y a des outils européens et internationaux, aussi canadiens, pour les identifier. Côté européen, vous avez la plateforme Tariq, où, en gros, vous rentrez le code SH de votre produit, vous cliquez sur « Entrée », et ça vous sort tous les besoins en certification. Mais vous avez vu, Tariq commence un peu à devenir obsolète parce que Rosa, quand on a fait la démonstration tout à l'heure, il a sorti les besoins en certification. Donc, des fois, Rosa suffira avec l'outil que je vous ai montré. Mais si vous voulez être sûr, vous pouvez utiliser Tariq. Et pour certains qui envoient des produits un peu machines industrielles et autres, Access to Conformity vous permet d'identifier les organismes de certification à la fois reconnus au Canada et en Union européenne que vous pouvez mobiliser pour envoyer plus rapidement votre produit. Côté canadien, si vous êtes dans le secteur de l'agroalimentaire, communiquez à votre importateur la plateforme SARI. SARI, en fait, il va rentrer le code SH de son produit et ça va dire si, en fait, voilà, il va importer de la viande, du poisson ou que sais-je, un produit transformé, s'il a besoin d'une licence, d'une certification ou autre, lui, en tant qu'importateur. Et enfin, de manière beaucoup plus générale, il y a une plateforme qui a été développée par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, utilisable à la fois par les exportateurs et les importateurs, qui s'appelle Market Access Conditions et qui est aussi disponible en français. Vous rentrez le code SH de votre produit, vous rentrez France vers Canada et ça va vous sortir toutes les régulations qui existent en matière d'emballage, de certification, de règles d'origine, etc., que vous devez respecter. Comme ça vous permet de débroussailler très largement les besoins en packaging, en autres certifications et autres. Comme ça, vous n'êtes pas dépourvu. Vous avez déjà les premiers éléments et vous pouvez contacter les douanes et les CCI, etc., pour vous accompagner. Sachez que le CETA inclut un protocole de reconnaissance mutuelle sur les évaluations de la conformité. Beaucoup de ces produits-là sont couverts. Le problème, c'est qu'à ce stade, pas tous les produits que vous voyez mentionnés ici, l'Union européenne et le Canada se sont mis d'accord pour désigner des organismes. Donc, je vous invite à consulter la plateforme Access to Conformity pour vérifier si vous êtes couvert. À ce stade, c'est surtout les produits de télécommunication et les machines en fait qui disposent d'organismes reconnus. Pour les autres, je vous invite à regarder plus en détail. Donc moi, en gros, le petit conseil que je vous donne, c'est prendre attache avec votre organisme de certification. Généralement, si vous comptez exporter au Canada, c'est que votre produit, vous le vendez déjà en Union européenne. Prenez attache avec votre organisme de certification et demandez-lui si vous pouvez, à travers lui, vous prévaloir de ce protocole pour pouvoir gagner du temps à l'exportation au Canada pour qu'il vous fasse en gros un certificat miroir aux normes canadiennes. Si jamais vous ne vous qualifiez pas pour ces organismes de certification, moi, je vous donne ici les 3 plus gros organismes canadiens qui existent de certification des produits industriels. Donc, vous avez la CSA, qui est le principal groupe au Canada. Après, vous avez ETL et UL. Donc, en gros, vous les contactez et voilà, avec un peu de temps et un peu d'argent, ils évalueront votre produit, le certifieront aux normes canadiennes. Donc, oui, ça prend du temps et de l'argent, mais c'est donc quelque chose à connaître et à anticiper. Si vous exportez aussi bien au Canada comme en Union européenne, il n'y a aucune différence majeure entre ces organismes. Ce que vous exportez au Canada est aussi valable pour les États-Unis. La certification est la même. Et enfin, pour l'emballage et l'étiquetage, je ne vais pas rentrer en détail. Il y a des guides qui ont été développés par le gouvernement canadien qui sont vraiment, vraiment très, très complets, très, très faciles d'utilisation et en français. Donc, je vous ai mis ici les renvois de liens. Dans la présentation longue, vous pourrez y accéder. Je ne vais donc pas rentrer plus dans les détails, mais sachez qu'avec ces liens, vous allez gagner du temps parce que c'est vraiment l'état de l'art pour tout ce qui est emballage et étiquetage à respecter. En plus, pour certains produits, vous n'avez pas trop besoin de la responsabilité, vous pouvez la partager avec l'importateur. Donc ça, c'est sympa. Et enfin, j'en profite, ça n'a pas été créé directement grâce au CETA. Je vais parler des brevets ici, mais c'est quelque chose qui est venu à travers le CETA. Il y a eu un accord qui a été signé fin 2023 entre l'INPI, donc l'organisation, la protection industrielle française, et l'Office canadien. Et donc, en fait, il y a une autoroute de délivrance des brevets qui a été créée. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous exportez, si vous voulez protéger votre propriété intellectuelle au Canada et votre brevet pour pas qu'on vous le vole, vous pouvez obtenir beaucoup plus rapidement à travers cette plateforme, si votre brevet est déjà reconnu en France, la reconnaissance canadienne. En moyenne, pour les produits les plus complexes, vous pouvez gagner jusqu'à 2 ans dans votre processus de mise en marché, ce qui est absolument énorme. On arrive maintenant aux représentants en douane. En fait, en gros, toutes les choses que je vous ai dit, code SH, règles d'origine, ne paniquez pas. En réalité,
toutes les formalités douanières, en réalité, c'est très rarement vous qui le faites. Vous allez passer par un représentant en douane enregistré ou bien par votre transitaire, DHL, etc., Seva, Naninana, Bolloré, enfin, vous voyez, il y en a plein. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, le représentant en douane enregistré, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe des formalités administratives. Vous le contactez, il va vous faire la déclaration d'exportation, d'importation, etc. Il va vous représenter devant les autorités douanières et normalement, il est censé aussi vous accompagner et vous conseiller. Attention, beaucoup d'entreprises pensent qu'en fait, le RDE s'occupe de tout et que donc vous n'avez rien à faire. L'intérêt de cette présentation, c'est de connaître pour votre produit le code SH, les règles d'origine et un peu avoir une compréhension globale de l'accord. L'idée, ce n'est pas de faire de vous des experts de l'accord. Mais en fait, quand vous arrivez, que vous voyez votre douanier, que vous voyez votre représentant en douane enregistré ou votre transporteur et qu'il voit que vous êtes à l'aise avec l'accord, ce sera beaucoup plus facile pour lui de vous accompagner et de vous faire réclamer le CETA à l'export. Parce que très souvent, le problème des RDE, c'est qu'en fait, ils sont sous-staffés. C'est une industrie qui est sous-staffée de manière générale et qui vraiment est sous pression. Le but d'un RDE, c'est de fabriquer des déclarations de douane à la chaîne. Donc, en fait, si vous ne lui donnez pas toutes les informations qui lui permettent de prendre la meilleure décision, il ne va pas réclamer le CETA pour vous. Il ne va pas s'amuser à réclamer un accord de libre-échange si vous ne lui donnez pas les papiers qui lui permettent de le faire. Donc, à votre RDE, vous lui dites bien, OK, moi, je pense me qualifier pour la règle d'origine, mon code SH, je pense que c'est ça. Voici tous les documents si tu as besoin pour t'accompagner dans cette prise de décision. Donc, voilà, c'est très important. Signalez bien à votre RDE la volonté de recourir au tarif préférentiel CETA. Comment choisir son RDE français? Alors, au Canada, si jamais vous faites de l'importation non résidente, c'est-à-dire que vous importez en votre nom propre au Canada pour distribuer, il y a une liste publique ce qu'on appelle au Canada des courtiers en douane. Donc, vous pouvez la consulter et tout simplement choisir votre courtier en douane comme ça. Côté français, il n'y a pas de liste publique. Donc, en fait, il y a deux moyens. Vous allez contacter le pôle action économique de votre région, donc le PAE. Lui tient une liste des RDE actifs dans la région. Donc, c'est le meilleur moyen de faire ça. Ou sinon, vous allez sur le site de ETLF, qui est le syndicat des transporteurs français. Et lui va vous permettre de vous donner quelques pistes. Vraiment, dernière slide. Donc maintenant, bravo, vous avez exporté votre produit. Quels sont les justificatifs? Parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des contrôles. Les contrôles, généralement, ils interviennent en cas de doute substantiel sur le respect de la règle d'origine. Le CETA est un accord basé sur la confiance, sur l'auto-certification, on l'a vu avec la déclaration d'origine. C'est rare, mais supposons. Donc en tant qu'exportateur français, vous devez garder une copie de tous les papiers en lien avec l'exportation 3 ans après l'expédition, et l'importateur canadien, ou si vous importez au Canada en votre nom propre, c'est pendant 6 ans. Deux cas de figure en cas de contrôle. Si vous êtes un distributeur, retournez-vous vers les déclarations faites par vos fournisseurs. Si vous êtes un producteur, vous pouvez tout simplement avoir un douanier qui va visiter votre lieu de production pour constater si oui ou non le processus de production se déroule bien en France, en Union européenne, et si ça respecte la règle d'origine. Attention, en cas de manquement au contrôle, la préférence tarifaire sera révoquée et l'importateur se retrouvera à payer des pénalités. Et vous serez probablement signalé comme exportateur qui ne respecte pas bien les règles d'origine, donc plus susceptible à les contrôles. Donc, faites bien attention à bien conserver les papiers. L'erreur classique, c'est les entreprises qui conservent mal leurs papiers. Donc voilà pour cette présentation sur le CETA, théorique et pratique. J'espère que cela vous sera utile à naviguer mieux à travers l'accord, exporter au Canada en ces temps un peu troublés. Si vous avez des questions sur l'accord, ses dispositions et les outils présentés ou toute autre demande sur le CETA, voici mon adresse mail. La présentation longue va suivre très rapidement. Je tiens encore à remercier la CPME pour avoir rendu ce webinaire possible. Et maintenant, si vous avez des questions, posez-les dans le chat ou prenez la parole, levez la main, prenez la parole. On a quelques minutes pour répondre à quelques questions. Et quelqu'un lève la main? Oui. Si vous pouvez activer votre micro. Si vous ne pouvez pas l'activer, je vous invite à poser la question dans le chat. Je ne sais pas si c'est possible pour les gens d'activer leur micro. Je vous donne 2 minutes pour écrire les questions dans le chat. Il semblerait qu'il y ait peut-être des problèmes pour activer les micros. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que la présentation longue va suivre. Vous l'aurez soit aujourd'hui, soit demain. Sachez aussi que c'est vraiment, pour vous donner un peu de background sur ce qui se passe au Canada, c'est que parce que peut-être vous avez peut-être un peu de retard par rapport à ce qui se passe en Europe, où ici en Europe, on est là à peine au début, les droits de douane, les États-Unis. Moi, j'ai vu ça au Canada en fait en janvier, février, où les entreprises disaient non, mais Trump n'ira pas jusqu'au bout, Trump ne fera pas ceci, Trump ne fera pas cela. Dans les faits, les droits de douane ont lieu, même si les États-Unis sont revenus en arrière, vous avez des droits de douane de 10% qui s'appliquent.
Donc, ça va forcément avoir des implications pour vous en tant qu'entreprise. Donc, pensez à la diversification de vos débouchés comme vos sources d'approvisionnement maintenant pour ne pas être pris de court. Le Canada, lui, a, je dirais, quelques semaines d'avance sur nous parce que vraiment, sur la diversification commerciale, ils accélèrent. Donc, je vous invite, vous aussi, à accélérer pour ne pas être pris de court quand vraiment parce que là, la pause, elle est de 90 jours. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer dans 90 jours, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines. Donc, soyez vigilants et on est moi-même, le service économique régional de l'ambassade de France au Canada, Business France, les pôles d'action économique en douane, enfin, toute la team France Export de manière générale est mobilisée pour vous aider. N'hésitez pas à leur envoyer des mails. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci à vous pour votre temps. Peut-être qu'il serait. Je vais donc. Bonjour, merci de votre question. J'ai une question, s'il vous plaît. Le cas d'un produit agroalimentaire avec une matière première achetée hors Union européenne et utilisée à plus de 20% d'un processus. Alors, quel est le statut du produit? Alors, là, si on regarde normalement les règles d'origine, je ne l'ai plus en tête, c'est que normalement, pour la plupart des jus de fruits, pas tous, donc normalement, s'il y a ça, généralement, la règle des 20%, ça va surtout être sur le sucre utilisé, sucre ajouté notamment. Donc, si vous dépassez les 20% de sucre ajouté non originaire de l'Union européenne, vous risquez de ne pas vous qualifier pour la règle d'origine. Par contre, pour le fruit en question, ça dépend du type de fruit. Donc là, je vous invite à utiliser Rosa. Rosa avec votre code SH pour votre, parce qu'en fonction du jus de fruits, si c'est pommes, multifruits, etc., c'est pas le même code SH, donc pas la même règle d'origine. Mais pour le fruit, vérifiez bien en fonction des fruits que vous utilisez. Et normalement, ça va vous dire si en fait il y a une interdiction absolue d'utiliser des fruits non originaires de l'Union européenne ou si bien ça concerne que le sucre. Je crois que pour une bonne partie des fruits, à revérifier, mais il n'y a pas de restriction pour utiliser des fruits non originaires de l'Union européenne pour faire des jus de fruits. Donc, je pense que ça peut être bon, ou en tout cas de faire des mélanges. Donc, vérifiez bien. Mais en tout cas, la règle est surtout forte pour les sucres. Deuxième question. Un grand merci. Y a-t-il des contraintes particulières pour des exportations au Canada de formation en ligne? Alors, non, il n'y a pas de contraintes particulières. Hein. J'imagine donc que vous êtes dans les services. Comme je l'ai dit, la quasi-totalité des services ont été libéralisés. Donc, en fait, si vous voulez, imaginons, vendre des formations en ligne au Canada depuis la France, ben, en fait, vous allez contacter l'entreprise canadienne, très bien, vous avez votre contrat. Supposons que vous la faites depuis la France, hein, cette formation-là, comme ça, vous ne vous rendez pas au Canada. En fait, tout simplement, vous pourrez être payé avec un virement international. Vous établirez une facture qui précise bien le taux de change choisi pour être sûr qu'il n'y a pas de litige sur le taux de change. Vous faites payer avec un virement international et c'est suffisant. Grâce au CETA, vous n'avez plus d'obligation d'ouvrir une entreprise pour avoir une entité légale au Canada et donc de devoir naviguer avec des taux d'imposition canadiens, français. Vous êtes payé en France, vous recevez votre virement international. Au niveau de la TVA, ben, comme c'est vous qui vendez le service, normalement, c'est la TVA, comme c'est un transfert international, la TVA, c'est quand même à vérifier, mais normalement, il n'y a pas d'exportation il n'y a pas de TVA sur les exportations, à condition de bien évidemment fournir les preuves. Vérifiez juste pour la question de la TVA, mais normalement, il n'y a pas de souci complémentaire pour exporter. D'une vérification pour voir quelle TVA s'applique et en fait qui la supporte. Voilà, ben, merci beaucoup pour vos commentaires positifs, ça fait plaisir. J'espère que vraiment ça vous sera utile hein, parce que je pense vraiment que c'est le moment d'exporter ou d'importer avec le Canada, que ce soit des biens ou des services, ou de se lancer dans les marchés publics. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, ben on va conclure. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée française. Pour moi, ça commence avec un autre webinaire dans quelques instants. Donc, très bonne journée à tous et à bientôt si vous avez des questions. Au revoir. Et merci encore une fois à la CPME. Merci Marie, merci Béatrice. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Jean Toussaint, bonne journée à tous, au revoir.